Journaux de bord, comment les infirmières rédigent le soin. Les infirmières n'ont pas attendu le Covid-19 pour être des carnetières et parler de leur quotidien dans des journaux de bord puis sur le net. Pourquoi et comment le personnel soignant écrit-il son vécu en période normale ou en période de crise, de guerre, de pandémie? Tour et détour autour de la parole de soin, avec un peu d'histoire et de genre dedans. Faire le tour des maisons des environs en période de confinement, c'est quelque chose. Il y a ceux qui vous accueillent à bras ouverts, et d'autres plus méfiants qui se demandent ce que fait au milieu de leur cours, et, à la nuit tombée, une nana en tenue d'infirmière. Vous n'auriez pas vu un bulldog? On l'a perdu depuis dimanche, un boule quoi? Un bulldog, vous savez, un chien, avec le nez écrasé et tout dodu. Ah ça, ma petite dame, c'est pas un chien de la campagne. Extrait du blog de la petite infirmière dans la prairie, jour 22 du confinement, qui partage à la fois son quotidien campagnard et médical. Avant elle, et avant le confinement, Caroline Estremaux, autrice de Dièse infirmière. Ma vie aux urgences avait cartonné sur YouTube en décrivant ses journées au service des urgences à Toulouse. Depuis 2015, la seringue atomique consigne les réflexions sur une profession examinée à la loupe, avec de bonnes doses d'humour, de dérision ou d'émotion, mais également quelques coups de gueule et de nombreux coups de pied dans la fourmilière. Et bien entendu aussi sur le Covid-19 avec des titres allusifs et provocateurs. Rock Haroun Corona, Covid Bibang, Corona mon amour. On peut même aller jusqu'à parler d'une sorte de glamourisation de la profession lorsqu'on se connecte au compte Instagram de cette infirmière qui, depuis 2017, partage ses trucs et astuces de vie professionnelle et familiale et des informations sur le coronavirus, pandémie oblige. Il existe peu de biographies d'infirmières en lien avec des virus ou des pathologies précises retrouvées en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Plus ciblé sur la situation actuelle, le quotidien Le Monde publie de façon régulière un journal de bord des soignants où des professionnels poilés de la santé évoquent, sans phare, leur quotidien au temps de la pandémie. Ainsi, Damien Paulet, 58 ans, généraliste à Salins-les-Bains, Jura, raconte au quotidien comment il a été lui-même infecté par le Covid-19. Sur le site de l'Écho sont publiés les journaux de bord de Clémence, infirmière en chef, Philippe, directeur général d'un hôpital, Victor, infirmier urgentiste, Lucien, coordonnateur d'un plan d'urgence dans un hôpital. Certains journaux sont plus directement politiques et critiques. Ainsi, sur le blog libertaire, La lutte de classe à l'hôpital, on peut lire « Ce que je retiens pour commencer, c'est l'actualité, toujours, d'une lecture en termes de lutte de classe. L'hôpital est un lieu où s'exercent les dictates de la hiérarchie bourgeoise. Il y a d'abord la direction de l'hôpital, puis les médecins, et enfin les soignants et le personnel d'entretien. Le droit à la parole suit cette même hiérarchie, et ceci est d'autant plus visible dans une situation dite de crise. Alors que les aides-soignants et infirmières sont très souvent les mieux PLACE accent aigu, fermez les parenthèses, pour témoigner des difficultés et besoins du terrain, leur parole est désavouée dans toutes les réunions que nous menons pendant la période Covid. Ces expériences et morceaux de vie consignés deviennent des possibles archives pour l'histoire, la sociologie, les sciences médicales, des témoignages inédits et plutôt rares en temps de pandémie. L'hôpital est un lieu où s'exercent les dictates de la hiérarchie bourgeoise. Il y a d'abord la direction de l'hôpital, puis les médecins, et enfin les soignants et le personnel d'entretien. Le droit à la parole suit cette même hiérarchie comme le dit le site quoi ? Il existe peu de biographies d'infirmières en lien avec des virus ou des pathologies précises. Le plus souvent, les grandes figures historiques de la profession sont soit des femmes ayant œuvré pour l'amélioration des pratiques et du statut, soit des infirmières s'étant distinguées pendant des périodes de guerre. Et de citer Thérèse Rasty, considérée comme la première infirmière de France en raison de son dévouement lors de la fameuse peste de Marseille. Mais si nous nous penchons sur celles qui nous ont laissé un témoignage, écrit de leur vie et expérience, c'est le nom de l'anglaise Charlotte Brown qui surgit. Cette infirmière en chef, la matrone comme on dit, accompagnait la British Army au XVIIIe siècle, et tint un journal mémoire. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. C'est d'ailleurs une pratique qui est bien attestée au XIXe siècle et qui rejoint la vogue des journaux intimes. En 1860, Florence Nightingale, infirmière et statisticienne, fille d'un épidémiologue reconnu, militante féministe, publia le premier ouvrage sur la pratique et la formation d'infirmières, intitulé Cassandra. Première Guerre mondiale, les médecins et les infirmières montent au front, sans vraiment y avoir été préparés.
Les visages déchiquetés, les mâchoires arrachées, les anges blancs, comme on les appelle, se retrouvent à l'arrière des combats sans avoir été formés point et aux soins des blessures, des gueules cassées ni aux troubles psychologiques engendrés par ces mutilations irrémédiables. Julie Crémieux le consigne dans ses souvenirs d'une infirmière paru en 1918. Comme dans J'étais médecin dans les tranchées du médecin chirurgien, Louis Maufray, et publié par sa petite-fille journaliste, Martine Veillet, à l'occasion des 90 ans de l'armistice, 2008, ou encore celui de Jeanne de Launois en 1936, infirmière de guerre, service commandé, front de 14 à 18. L'écriture de soins, comme une écriture de combat, heureusement que ces témoignages existent car, à la fin de la guerre, les femmes soignantes sont quelque peu oubliées. Près de 72 000 infirmières dans toutes les structures de soins à l'arrière, ou dans les ambulances près du front sont déployées. 105 sont tuées sous les bombardements, 4 600 reçoivent la médaille des épidémies, et seulement 950 seront décorées de la croix de guerre à ce titre. Ainsi, lors du défilé de la victoire du 14 juillet 1919, les infirmières et le corps médical tout entier ne furent pas conviés à parader avec les militaires. Raconter aujourd'hui la pandémie au quotidien met en lumière les inégalités, l'héroïsation de l'infirmière de guerre, rend hommage à cette armée de l'ombre, symbolisée par une Édith Cavell par exemple, ou, pour la période 40-45, une Madeleine Poliac, pédiatre et résistante française avec son équipe de jeunes infirmières françaises qui seront chargées de retrouver et de rapatrier des milliers de compatriotes égarés en Pologne par le conflit et les aléas de la Seconde Guerre mondiale. Elles n'eurent pas le temps de tenir un journal, d'autres guerres, d'autres carnetières, héroïques aussi, dont Utram est médecin engagé, en charge d'un hôpital de campagne au Vietnam. Tuée par une patrouille américaine, elle avait rédigé un journal intime qui fut d'abord caché aux États-Unis avant d'être restitué à sa famille en 2005, qu'il a publié 35 ans après sa mort, et qui a été traduit en français en 2010 sous le titre Les carnets retrouvés. Il a été un best-seller, et la jeune femme traitée comme une héroïne nationale. Il y a plus d'1 an que j'ai quitté ma ville natale, cette année sera-t-elle la dernière loin de la maison ? Soudain, je me souviens des jours d'avant le soulèvement du Sud, des jours pleins de bonheur et d'espoir. Consécration, publication, médaille posthume, une médaille d'honneur des épidémies, a existé un temps dans la France coloniale et est l'objet d'une nouvelle proposition de loi en période de coronavirus pour honorer le personnel soignant. Il reste que l'écriture de soi et de son quotidien professionnel à inaugurer, ce qu'on appelle une littératie particulière. Rédiger le soin est un acte à la fois privé et public, intime et éthique. Raconter aujourd'hui la pandémie au quotidien met en lumière les inégalités, les failles du système de soins, les systèmes D, les épuisements mais aussi l'humanité, à lire, entre intimité et sociologie, réflexion autour des journaux de confinement initialement pratiques féminines en raison de la féminisation générale des professions du quart, les carnets d'aujourd'hui dégenrent un peu, un signe d'évolution positif. Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les infirmières n'ont pas attendu le Covid-19 pour être des carnetières et parler de leur quotidien dans des journaux de bord puis sur le net. Pourquoi et comment le personnel soignant écrit-il son vécu en période normale ou en période de crise, de guerre, de pandémie? Tour et détour autour de la parole de soin, avec un peu d'histoire et de genre dedans. Faire le tour des maisons des environs en période de confinement, c'est quelque chose. Il y a ceux qui vous accueillent à bras ouverts, et d'autres plus méfiants qui se demandent ce que fait au milieu de leur cours, et, à la nuit tombée, une nana en tenue d'infirmière. Vous n'auriez pas vu un bulldog? On l'a perdu depuis dimanche, un boule quoi? Un bulldog, vous savez un chien, avec le nez écrasé et tout dodu. Ah ça, ma petite dame, c'est pas un chien de la campagne. Extrait du blog de la petite infirmière dans la prairie, jour 22 du confinement, qui partage à la fois son quotidien campagnard et médical. Avant elle, et avant le confinement Caroline Estremo, autrice de Dièse infirmière. Ma vie aux urgences avait cartonné sur YouTube en décrivant ses journées au service des urgences à Toulouse. Depuis 2015, la seringue atomique consigne les réflexions sur une profession examinée à la loupe, avec de bonnes doses d'humour, de dérision ou d'émotion, mais également quelques coups de gueule et de nombreux coups de pied dans la fourmilière.
Et bien entendu aussi sur le COVID-19 avec des titres allusifs et provocateurs. Rock Haroun Corona, Covid Bibang, Corona mon amour. On peut même aller jusqu'à parler d'une sorte de glamourisation de la profession lorsqu'on se connecte au compte Instagram de cette infirmière qui, depuis 2017, partage ses trucs et astuces de vie professionnelle et familiale et des informations sur le coronavirus. Pandémie oblige. Il existe peu de biographies d'infirmières en lien avec des virus ou des pathologies précises retrouvées en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Plus ciblé sur la situation actuelle, le quotidien Le Monde publie de façon régulière un journal de bord des soignants où des professionnels poilés de la santé évoquent, sans phare, leur quotidien au temps de la pandémie. Ainsi, Damien Paulet, 58 ans, généraliste à Salins-les-Bains, Jura, raconte au quotidien comment il a été lui-même infecté par le Covid-19. Sur le site de l'Écho sont publiés les journaux de bord de Clémence, infirmière en chef, Philippe, directeur général d'un hôpital, Victor, infirmier urgentiste, Lucien, coordonnateur d'un plan d'urgence dans un hôpital. Certains journaux sont plus directement politiques et critiques. Ainsi, sur le blog libertaire, La lutte de classe à l'hôpital, on peut lire « Ce que je retiens pour commencer, c'est l'actualité, toujours, d'une lecture en termes de lutte de classe. L'hôpital est un lieu où s'exercent les dictates de la hiérarchie bourgeoise. Il y a d'abord la direction de l'hôpital, puis les médecins, et enfin les soignants et le personnel d'entretien. Le droit à la parole suit cette même hiérarchie, et ceci est d'autant plus visible dans une situation dite de crise. Alors que les aides-soignants et infirmières sont très souvent les mieux PLACE accent aigu, fermez les parenthèses, pour témoigner des difficultés et besoins du terrain, leur parole est désavouée dans toutes les réunions que nous menons pendant la période Covid. Ces expériences et morceaux de vie consignés deviennent des possibles archives pour l'histoire, la sociologie, les sciences médicales, des témoignages inédits et plutôt rares en temps de pandémie. L'hôpital est un lieu où s'exercent les dictates de la hiérarchie bourgeoise. Il y a d'abord la direction de l'hôpital, puis les médecins, et enfin les soignants et le personnel d'entretien. Le droit à la parole suit cette même hiérarchie comme le dit le site quoi. Il existe peu de biographies d'infirmières en lien avec des virus ou des pathologies précises. Le plus souvent, les grandes figures historiques de la profession sont soit des femmes ayant œuvré pour l'amélioration des pratiques et du statut, soit des infirmières s'étant distinguées pendant des périodes de guerre. Et de citer Thérèse Rasty considérée comme la première infirmière de France en raison de son dévouement lors de la fameuse peste de Marseille. Mais si nous nous penchons sur celles qui nous ont laissé un témoignage, écrit de leur vie et expérience, c'est le nom de l'anglaise Charlotte Brown qui surgit. Cette infirmière en chef, la matrone comme on dit, accompagnait la British Army au XVIIIe siècle, éteint un journal mémoire. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. C'est d'ailleurs une pratique qui est bien attestée au XIXe siècle et qui rejoint la vogue des journaux intimes. En 1860, Florence Nightingale, infirmière et statisticienne, fille d'un épidémiologue reconnu, militante féministe, publia le premier ouvrage sur la pratique et la formation d'infirmières, intitulé Cassandra. Première Guerre mondiale, les médecins et les infirmières montent au front, sans vraiment y avoir été préparés. Les visages déchiquetés, les mâchoires arrachées, les anges blancs, comme on les appelle, se retrouvent à l'arrière des combats sans avoir été formés. Aux soins des blessures, des gueules cassées ni aux troubles psychologiques engendrés par ces mutilations irrémédiables. Julie Crémieux le consigne dans ses souvenirs d'une infirmière paru en 1918. Comme dans J'étais médecin dans les tranchées du médecin chirurgien, Louis Moffret, et publié par sa petite-fille journaliste, Martine Veillet, à l'occasion des 90 ans de l'armistice, 2008, ou encore celui de Jeanne de Launois en 1936, infirmière de guerre, service commandé, front de 14 à 18, l'écriture de soins, comme une écriture de combat, heureusement que ces témoignages existent car, à la fin de la guerre, les femmes soignantes sont quelque peu oubliées. Près de 72 000 infirmières dans toutes les structures de soins à l'arrière ou dans les ambulances près du front sont déployées. 105 sont tuées sous les bombardements, 4 600 reçoivent la médaille des épidémies et seulement 950 seront décorées de la croix de guerre à ce titre. Ainsi, lors du défilé de la victoire du 14 juillet 1919, les infirmières et le corps médical tout entier ne furent pas conviés à parader avec les militaires. Raconter aujourd'hui la pandémie au quotidien met en lumière les inégalités, l'héroïsation de l'infirmière de guerre,
rend hommage à cette armée de l'ombre, symbolisée par une Édith Cavell par exemple, ou, pour la période 40-45, une Madeleine Poliac, pédiatre et résistante française avec son équipe de jeunes infirmières françaises qui seront chargées de retrouver et de rapatrier des milliers de compatriotes égarés en Pologne par le conflit et les aléas de la Seconde Guerre mondiale. Elles n'eurent pas le temps de tenir un journal, d'autres guerres, d'autres carnetières, héroïques aussi, dont Utram est médecin engagé, en charge d'un hôpital de campagne au Vietnam. Tuée par une patrouille américaine, elle avait rédigé un journal intime qui fut d'abord caché aux États-Unis avant d'être restitué à sa famille en 2005, qu'il a publié 35 ans après sa mort, et qui a été traduit en français en 2010 sous le titre Les carnets retrouvés. Il a été un best-seller, et la jeune femme traitée comme une héroïne nationale. Il y a plus d'1 an que j'ai quitté ma ville natale, cette année sera-t-elle la dernière loin de la maison ? Soudain, je me souviens des jours d'avant le soulèvement du Sud, des jours pleins de bonheur et d'espoir. Consécration, publication, médaille posthume, une médaille d'honneur des épidémies, a existé un temps dans la France coloniale et est l'objet d'une nouvelle proposition de loi en période de coronavirus pour honorer le personnel soignant. Il reste que l'écriture de soi et de son quotidien professionnel à inaugurer, ce qu'on appelle une littératie particulière. Rédiger le soin est un acte à la fois privé et public, intime et éthique. Raconter aujourd'hui la pandémie au quotidien met en lumière les inégalités, les failles du système de soins, les systèmes D, les épuisements mais aussi l'humanité, à lire, entre intimité et sociologie, réflexion autour des journaux de confinement initialement pratiques féminines en raison de la féminisation générale des professions du quart, les carnets d'aujourd'hui dégenrent un peu, un signe d'évolution positif. Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.